je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler de mes 6 dernières lectures. Tout d'abord, je vous parlerai de L'été des oranges amères de Claire Fuller. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de Rouille de Florian Soulas. Puis, je passerai à Eden Springs de Laura Kasischke. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Je vous parlerai après de Marche ou crève de Stephen King. Et je terminerai cette vidéo avec Le discours de Fabrice Caro. On va d'abord commencer avec ma dernière lecture estivale qui est L'été des oranges amères de Claire Fuller. Je vais pas énormément m'attarder sur ce livre parce que je vous en ai déjà parlé dans mon dernier vlog, donc je vous invite à le regarder si vous voulez avoir un avis un peu plus complet. Pour ce qui est de l'histoire, on est en Angleterre dans les années 60 avec un personnage qui s'appelle Frances. Frances, elle a presque 40 ans et pourtant elle a eu une vie assez particulière parce que pour une femme de 40 ans, elle a presque rien vécu parce qu'elle a toujours vécu au crochet de sa mère, une mère qui était un peu despotique, pas forcément super sympa et elle a jamais pu se libérer jusqu'au décès de celle-ci et quand celle-ci meurt, elle va trouver un travail, elle va être engagée dans une riche propriété anglaise qui a été achetée par un Américain et qui voudrait qu'elle fasse l'inventaire des jardins, c'est-à-dire qu'elle doit aller observer les jardins, voir s'il y a des choses qui valent un petit peu de l'argent, voir ce qu'on peut faire de ces jardins pour exploiter au maximum la propriété. Et elle va se retrouver à partager la maison avec un couple, Cara et Peter, parce que Peter, lui, a été engagé pour s'occuper de l'inventaire de l'intérieur de la maison. Tout de suite, elle est obsédée par ce couple avec qui elle partage la maison. Elle les trouve fascinants, surtout Cara, qui est une jeune femme qui ne lui ressemble pas du tout, une jeune femme qui paraît très libérée, qui exprime ses émotions, qui est très belle, et en fait, de sa salle de bain, Frances peut les observer, peut avoir vue sur leur salle de bain à eux, et il va y avoir une ambiance étrange qui va se développer au fur et à mesure. C'est un roman tout à fait dans la veine des romans de Daphné du Maurier. C'est un roman avec une ambiance assez lourde, dans une vieille demeure, où il y a des secrets, où il y a des non-dits, des choses cachées. Et en fait, c'est cette obsession de Frances pour ce couple qui va se jouer tout le long parce que forcément, ils vont se rapprocher étant donné qu'ils partagent la même maison. Et il va y avoir beaucoup de choses assez spéciales dans les relations entre les personnages. Et c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Je trouve que les relations sont très bien développées. Et de manière générale, la psychologie des personnages est extrêmement bien travaillée pour moi. Le personnage de Frances, c'est totalement une anti-héroïne. Et elle est extrêmement bien dressée. Elle a tout un tas de complexes qu'elle trimballe avec elle parce que elle est un petit peu ronde, parce qu'elle est pas bien dans sa peau, parce qu'elle connaît rien aux choses de la vie, parce qu'elle se sent mal à l'aise en présence des autres. C'est-à-dire que si elle se retrouve avec des gens qu'elle ne connaît pas, elle sait pas de quoi elle doit discuter. Donc elle se retrouve avec les gens et elle sait pas du tout ce qu'il convient de dire ou non dans certaines situations. Et donc ça donne lieu à certains petits loupés. Donc ça, c'est tout l'aspect psychologique qui est un peu aussi compliqué pour elle parce qu'elle a vraiment un problème de sociabilisation et elle se retrouve confrontée à ces deux personnes qui ont l'air hyper à l'aise en société, qui sont tout ce qu'elle n'est pas. Au-delà de ça, on va avoir droit à des descriptions de la nature, de la maison qui sont super belles et on est immergé dans cette histoire, en tout cas moi j'ai été immergée. Je sais que c'est un roman un peu lent, mais moi ça m'a pas du tout gênée parce que je trouve que ça participe énormément à l'ambiance. J'ai trouvé le rythme très juste parce que il y a beaucoup de secrets latents mais qui vont nous être dévoilés petit à petit. Petit à petit on comprend mieux les personnages, on comprend mieux leur passé également. Et cette ambiance dans cette maison, moi j'ai adoré. Et je vais pas m'attarder plus que ça parce que je trouve que c'est toujours plus difficile de parler d'un roman qu'on a aimé que d'un roman qu'on n'a pas aimé. En tout cas ici j'ai aimé l'ambiance, les personnages, l'écriture. C'est plus ou moins le trio gagnant pour moi. J'en demande pas beaucoup plus quand je lis un roman. Ensuite j'ai fait ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge et c'est Rouille de Florian Soulas. C'est un roman steampunk et je n'avais jamais lu de steampunk de ma vie. Ici on est à Paris à la fin du 19e siècle. Et en fait, c'est pas le Paris que nous, on connaît parce que c'est un Paris qui a connu beaucoup d'évolutions technologiques, mais qui touche seulement les quartiers riches. Paris est vraiment divisé en un dôme, il y a un dôme, et tout autour, il y a les quartiers pauvres. Et sous ce dôme, c'est les quartiers riches. Et nous, on va suivre Violante, qui est une jeune prostituée qui a perdu la mémoire. C'est-à-dire qu'elle se rappelle pas d'où elle vient. Et elle sait qu'elle a débarqué il y a 3 ans
à bord d'un dirigeable, mais elle ne connaît pas son passé, elle ne sait plus qui elle est, donc elle veut mener l'enquête pour comprendre d'où elle vient et comment elle a atterri là. Et en même temps, Violante va se retrouver confrontée à la disparition de sa meilleure amie Satine. Satine qui était aussi une prostituée mais qui était dans les quartiers pauvres. Et en fait, on voit que petit à petit dans les quartiers pauvres, il y a de plus en plus de crimes qui sont commis sur des femmes et sur des enfants. Il y a deux enquêtes en gros dans cette histoire, les origines de Violante et les crimes qui sont commis dans les quartiers pauvres de Paris. Dès que j'ai commencé à lire cette histoire, je me suis sentie très bien, je me suis sentie installée, à l'aise. Je trouve que l'univers il est bien posé, c'est pas trop compliqué à comprendre, comme moi je lis pas beaucoup de littérature de l'imaginaire, j'ai toujours peur de ça, que ce soit un peu difficile à prendre en main, et ici j'ai trouvé que c'était pas le cas, parce que tout nous est bien expliqué, et je trouve que l'univers il est hyper bien exploité, qu'il est hyper bien développé, il est très riche, ça m'a beaucoup plu. On découvre ce personnage de Violante qui travaille dans cette maison close et qui est un personnage qui est bien développé aussi, qui est bien travaillé. Assez vite, je suis rentrée en empathie avec elle. Et alors, forcément, on va avoir ces enquêtes qui vont avoir lieu. Et c'est un peu ce qui a pêché pour moi. Donc l'univers, l'écriture, tout ça, c'est super. Mais ce qui pêche pour moi, c'est que je trouve que tout va très très vite. À partir de la moitié, tout s'accélère, tout se déchaîne un peu. Et c'est dommage parce qu'on a quand même deux grandes quêtes à résoudre sur un livre qui fait moins de 400 pages. Donc déjà au début on se dit waouh, ça va aller vite quoi. Et effectivement ça va très très vite, surtout en ce qui concerne l'identité de Violante parce que ça c'est expédié dans les dernières pages, et tout ce qui concerne les crimes, en fait c'est un peu facile. Donc c'est ça qui m'a manqué parce qu'honnêtement je trouve qu'il y a des éléments super forts qui sont présents, mais il y a quelques petits défauts qui font que pour moi c'était pas une lecture waouh, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la plume de Florian Soulas, donc je serais tout à fait partante pour découvrir son autre roman qui s'appelle Les Noces de la Renarde, je pense. Et c'est un livre que j'avais reçu de la part des éditions Scrinéo et de Laura's Readings, lors d'un concours, donc j'étais hyper contente de le lire parce qu'il traînait là depuis des mois quand même. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre, c'est Eden Springs de Laura Kasischke. Ici, on est dans de la littérature américaine, c'est le troisième roman de cette autrice que je lis, et il n'a rien à voir avec les deux autres que j'ai déjà lus d'elle, parce que on va se baser sur un fait réel, on va se baser sur une communauté religieuse qui a réellement existé aux États-Unis en 1903 dans le Michigan. Ça suit un homme qui s'appelle Benjamin Purnell et qui était en fait gourou d'une secte, on va dire les mots très franchement. Il a créé sa communauté religieuse au début du XXe siècle et grâce à son charisme, petit à petit, il a pu attirer plein de gens avec lui. Il y a plein de gens qui sont devenus ses fidèles parce qu'il leur a promis quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire la vie éternelle. Et donc forcément, comme beaucoup de gens avaient peur de la mort, il a réussi à rassembler beaucoup de gens autour de lui. Mais cette promesse de vie éternelle va être un peu entachée parce qu'on va retrouver le corps d'une jeune fille de 16 ans dans cette communauté. Ce roman c'est assez particulier parce que je trouve qu'il s'apparente plutôt à du documentaire, on est dans la retransmission des faits. Ce qui est agréable, c'est que ça va nous être raconté avec plein de points de vue différents. On va suivre tout un panel de personnages de cette communauté religieuse. Et au début de chaque chapitre, vous avez une petite coupure de presse. Voilà, ici c'est une coupure de presse par exemple, mais vous verrez rien du tout. Ou un extrait de déposition. Et ça va vraiment participer au caractère véridique de l'histoire et je trouve que ça appuie pas mal la dimension réelle et ça donne envie d'aller se renseigner encore plus sur internet parce que effectivement c'est ça qui manque, c'est qu'on n'a pas assez d'informations dans ce petit livre de même pas 200 pages. Il va ouvrir plein de portes hyper intéressantes, notamment en ce qui concerne l'emprise que ce Benjamin Purnell avait sur toutes les jeunes femmes de la communauté, c'est-à-dire que lui, il prônait pour les autres hommes la chasteté, mais lui, il s'en donnait à cœur joie avec toutes les petites minettes de la communauté. Et je trouve que c'est fascinant de se rendre compte à quel point une personne peut avoir de l'emprise sur toutes les personnes qui l'entourent. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On se rend compte que toutes les femmes, toutes les filles sont
éperdument amoureuse de ce Benjamin et serait prête à tout pour lui. Et ben justement cette thématique-là, je trouve qu'elle va pas assez loin et qu'on est frustré. Et pareil pour la thématique de la jeune fille retrouvée morte, au final on est frustré. Pareil pour la vie quotidienne dans cette secte, on est frustré. On apprend que Benjamin Purnell, il a créé tout un parc d'attractions dans sa communauté et que ça a attiré plein de touristes. C'est assez glauque et pourtant tout ça c'est seulement effleuré. Et moi c'est le sentiment que j'ai eu à la fin de la lecture, c'est « Ah, c'est déjà fini ». Donc certes vous avez quelques petites photos à la fin de l'ouvrage. Vous avez une postface que j'ai lue de Lola Lafont qui était intéressante, mais j'avais envie qu'on aille plus loin, plus en profondeur, plus dans la psychologie, plus dans, même en fait dans la vie quotidienne dans cette secte, et je trouve que ça n'a pas été assez exploité, et j'ai dû faire des recherches par moi-même, ça m'a un petit peu gênée. Mais ça reste un livre intéressant, ça reste bien écrit, ça reste une bonne lecture, mais je suis restée un petit peu sur ma faim. Ensuite, j'ai lu La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, qui était aussi dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et qui traînait dans ma pile à lire depuis 3 ans. Donc ça fait 3 ans que j'essaye de le lire en le mettant un peu à droite et à gauche dans des piles à lire et que je n'y arrive pas. Et c'est fait, enfin. Et je sais pas pourquoi je repoussais autant la lecture de ce livre parce que ça rentre tout à fait dans les catégories de livres que j'aime. C'est une histoire à double temporalité, on est en 1939 et surtout 43 et en 2014. L'histoire commence en 2014 avec Lucie qui est infirmière en néonat, qui a beaucoup de pression dans son boulot et qui va se rendre compte que son mari la trompe et elle quitte Londres pour aller en Cornouailles dans la ferme familiale. Ferme familiale qui connaît de grosses difficultés financières et elle va revenir auprès de sa famille pour les aider. Et en même temps, on suit cette même ferme pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un petit peu en 1939 quand Will et Alice, 2 enfants londoniens, sont envoyés en Cornouailles dans la ferme pour travailler et pour être protégés de la guerre. Et surtout en 1943 quand Will va grandir et va développer une autre histoire, mais je vais vraiment pas vous en dire trop parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de la lecture. Moi j'adore ce genre d'histoire à double temporalité, avec des secrets à découvrir. Ici, la grosse cerise sur le gâteau, ça a été la Cornouaille. J'ai trouvé ça génial que l'histoire se passe dans ce cadre-là. Et surtout, c'est très riche en descriptions. On a vraiment des descriptions de la mer, des falaises, des maisons, des paysages. Enfin, ça, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était hyper appréciable. J'ai aimé les 2 temporalités, honnêtement. J'ai aimé aussi l'histoire en 2014. Normalement, c'est le genre d'histoire où on est à fond dans le passé. Mais j'étais pas déçue quand je revenais à l'histoire de 2014. Bien au contraire, j'ai passé un bon moment. Ce que je déplore un peu, c'est que pour moi, c'est resté extrêmement classique. On ne sort pas vraiment des sentiers battus. Moi, je commence à avoir lu pas mal d'histoires de famille, pas mal de secrets dans le passé, etc. Et en fait, ici, j'ai jamais été surprise. Il y a plein de choses que j'ai anticipées dans ma lecture, il y a plein de choses que j'ai vues venir et c'est un petit peu dommage parce que ce qu'on attend avec ce style de lecture, c'est d'être complètement retourné, de se dire mais waouh, je l'avais pas vu venir. Ici, ça reste très classique et pas très original. Et c'est ça qui est dommage parce que j'ai vu pas mal de choses venir. Souvent, en fait, je voyais les choses arriver 3-4 chapitres à l'avance et la fin, je l'ai vu arriver 40 pages à l'avance, mais j'ai presque l'impression que c'est fait exprès de la part de l'autrice parce qu'elle nous donne un truc gros comme une maison et puis en fait, c'est ça la révélation à la fin. Donc j'étais un peu déçue par cet aspect-là. C'est resté une lecture super agréable et un truc tout bête. C'est que dès que je voyais cette belle couverture, j'avais envie de m'en mettre à lire. Donc la couverture m'a vraiment boostée dans ma lecture parce que je la trouve trop belle. Et en plus, j'ai lu ce livre pile au bon moment parce que je l'ai lu à la fin de l'été. Et ici, à la fin du livre, c'est la transition de l'été vers l'automne. Donc je me suis dit, parfait, je suis pile dans les temps. Les 2 derniers livres que je voulais vous présenter, je ne les ai pas lus, je les ai écoutés en livre audio. Le premier, c'est Marche ou crève de Stephen King. Et tout de suite, je dois vous dire que l'expérience audio a, je pense, un peu entaché ma lecture. Parce que je pense que je vais arrêter de lire des romans denses
en audiobook parce que... Oh non. Oui, super, arrêtez tout. Ça, c'est la joie de vivre à Bruxelles, hein, c'est un bonheur. Donc je disais, je pense que l'expérience audio a un peu entaché ma lecture parce que j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer à l'audition qu'à la lecture pendant un laps de temps assez long. Donc au début, je me suis vraiment forcée à tout écouter parce que je voulais être imprégnée de cette histoire. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que parfois, ma concentration, elle partait un petit peu. J'ai quand même écouté 9 dixièmes du bouquin, mais je pense, non, sûrement même plus en fait, mais il y a quand même quelques moments où j'étais pas au max de ma concentration parce que je faisais d'autres choses en même temps. Et donc c'est pas idéal pour ce type de lecture, mais je viens quand même vous donner mon avis. Marche ou crève, c'est un peu un Hunger Games version marche, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de jeunes garçons qui vont s'élancer pour une marche à travers les États-Unis. L'objectif, c'est d'être celui qui marchera le plus longtemps. Et il y a certaines règles à respecter. Il faut marcher à une distance de 6 km et demi par heure, ce qui est vachement élevé. Et si vous marchez trop lentement, vous recevez un avertissement. Et au bout de 3 avertissements, vous recevez un ticket. Au début, on ne sait pas très bien ce que c'est ce ticket. On l'apprend très très rapidement. En fait, quand vous recevez un ticket, vous êtes exécuté. Et donc, c'est une marche à travers les États-Unis et surtout contre la mort parce que il faut gagner pour être le survivant de cette marche. Au sein de celle-ci, on va suivre plusieurs personnages, plusieurs jeunes garçons qui vont tisser des liens, que ce soit des liens d'amitié ou d'inimitié pour certains, et on va les suivre marcher tout le temps. On va un petit peu revenir dans leur passé, mais c'est vraiment léger, mais sinon on va suivre leur marche au fur et à mesure, et c'est assez éprouvant à écouter. C'était parfois un peu pénible, surtout que je l'écoutais tout le temps en marchant, parce que j'écoute mes livres audio quand je promène mon chien. Et du coup, j'avais ce sentiment, bon, avec Kenzo, on marche pas à 6 km et demi parce qu'il faut s'arrêter toutes les 3 secondes pour sniffer. Donc je ne marchais pas au rythme, j'aurais reçu mon ticket très très vite. Mais j'avais ce sentiment de faire partie de cette marche avec eux et ça avait un côté horrible, ça faisait froid dans le dos. Et ces jeunes garçons, surtout Garati, le héros, on s'attache à eux et on n'a qu'une envie, c'est de savoir comment ça va se conclure. Quelle sera la fin de cette histoire et comment ça va se terminer, qui sera le gagnant, qui va survivre. Au fur et à mesure, on les voit tomber, on les voit mourir, on voit certains personnages qu'on aimait bien. Enfin, c'est assez difficile, c'est vraiment le même principe que Hunger Games. Et on arrive à cette fin qui, malheureusement, est un peu lacunaire, qui est un peu expédiée et que je suis même pas sûre d'avoir comprise. Donc je suis restée un peu comme 2 ronds de flanc face à la fin et je me suis dit attends quoi? Et voilà, donc la fin me laisse un peu pantoise, mais le roman m'a beaucoup plu parce qu'on sent que c'est une dénonciation de la société américaine, une dénonciation de la société en général. On comprend pas très bien pourquoi ces jeunes hommes s'adonnent à cette marche, on comprend pas quelle est leur motivation et quels sont leurs objectifs, à part un objectif de dépassement de soi. Donc ça, c'est un peu dommage de pas trop expliquer le pourquoi du comment. Et en plus de ça, je trouve que on aurait dû aller plus dans leur passé. On effleure un peu leur passé, mais moi j'aurais voulu en savoir plus, aller plus là-dedans pour mieux les connaître, parce qu'au final, on les suit pendant qu'ils marchent, mais on les connaît pas si bien que ça. Et c'est ça qui m'a manqué, c'est un peu l'attachement. J'ai été attachée à Garati, mais j'aurais voulu que ça aille encore un petit peu plus loin. Après, comme je vous dis, je sais pas si j'aurais eu le même avis en le lisant en papier. C'est un avis audio qui n'est peut-être pas tout à fait le même. Et on va passer au dernier livre qui est Le discours de Fabrice Caro. C'est aussi un livre audio que j'ai écouté et pour le coup, ce format-là me convient beaucoup mieux pour les livres audio parce que c'est un roman très très court. Je pense qu'il fait 160 pages en papier. Il fait 3 heures d'écoute, en plus lu par Alain Chabat. Moi, il m'en fallait pas plus pour que je plonge. J'avais déjà entendu parler de cette histoire parce que j'ai déjà entendu parler plusieurs fois de Fab Caro et j'avais vu la bande-annonce pour le film qui est sorti il y a quelque temps au cinéma et ça m'avait pas mal intriguée. Donc quand j'ai vu qu'il était disponible en livre audio, qu'il était lu par Alain Chabat, qu'il faisait 3 heures, je me suis dit, eh ben pourquoi pas, et ça a plutôt été une réussite. C'est une histoire toute simple, c'est l'histoire d'un repas de famille, un quarantenaire, sa sœur, le futur mari de sa sœur et leurs parents. Et en fait, ce repas de famille commence d'une manière
assez inédite parce que le beau-frère de notre protagoniste lui demande s'il veut bien faire un petit discours pour leur mariage qui aura lieu bientôt. Et tout le repas va être articulé autour de ce discours qui va devoir être préparé. En fait, tout le repas, on va être dans les pensées d'Adrien, qui est le héros, et on va suivre en même temps le repas de famille qui s'écoule, mais repas de famille qui est le même que les 150 précédents. Les repas de famille, dans leur famille, c'est toujours exactement la même chose. On mange la même chose, on boit la même chose, on discute des mêmes choses. Il n'y a jamais de nouveauté, c'est très rituelique. Est-ce qu'il y a un adjectif pour rituel? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment toujours la même chose. Et tout le repas va être entrecoupé par les introspections d'Adrien et les réflexions d'Adrien. C'est-à-dire que quand son beau-frère lui demande de prononcer un discours, dans la réalité, lui, il répond pas grand-chose, et nous, on a toutes ces pensées par rapport à ça qui viennent dans l'histoire, et heureusement qu'il y a ça, sinon l'histoire serait horriblement ennuyeuse. Mais donc on a toutes ces pensées par rapport à ça. En même temps, il va penser à son ex, ils sont en pause, il lui a envoyé un SMS qu'il fallait pas, elle ne lui a pas répondu. Et en fait, c'est ça toute l'histoire. C'est juste les pensées vagabondes d'un quarantenaire qui est complètement toqué, qui est complètement névrosé. Parfois, ses réflexions, elles sont énervantes parce qu'il est tellement égocentrique que c'est un peu lassant par moments. Parfois, c'est franchement drôle. Et il y a un ou deux moments où j'ai franchement ri, plusieurs moments où j'ai souri. Ça m'a fait du bien, ça fonctionne bien, c'est court, c'est un ton assez absurde, en même temps assez tranchant. Ça m'a plu. Certes, il n'y a pas vraiment de fond à l'histoire. L'histoire, au final, c'est qu'un prétexte. Ce qui fonctionne, c'est le style d'écriture qui est hyper travaillé, qui est hyper réfléchi, qui est hyper impactant. Et grâce aux mots qui sont choisis, aux tournures de phrases, c'est là qu'on a envie de rire parce que la même histoire pourrait être racontée d'une autre façon et ce serait juste complètement nul. Mais ici, ça fonctionne. Fabrice Caro, mais dans tous ses autres livres, il se fait appeler Fab Caro. Il a réussi à avoir un style bien à lui, un style qui est reconnaissable, je trouve, et qui fonctionne. Moi, le style, pour moi, il a fait mouche et ça m'a plu. Alors certes, j'ai pas adoré tout à 100%, mais j'ai passé un très bon moment en écoutant ce livre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous lisez en ce moment. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!